7h16 sur RMC, votre invité Raphaël Duchemin, Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie-Moyen-Orient à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Bonjour Dorothée Schmidt. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC ce matin. Le pouvoir a encore intensifié sa purge en Turquie. 9000 policiers et fonctionnaires démis de leurs fonctions. 7500 militaires et magistrats arrêtés après la tentative de putsch maté dans le sang à Ankara et Istanbul. Est-ce qu'on se dirige clairement aujourd'hui, Dorothée Schmidt, vers une dictature de plein régime ? On va dire que la Turquie était un pays qui était déjà très instable. Donc ça, c'est la première leçon à tirer de ce coup d'État raté. C'est que même s'il a raté, on a quand même eu un coup d'État militaire en Turquie. On a un président de la République qui avait des tendances autocratiques, une personnalisation extrême du régime, et qui maintenant va mener la répression de manière aussi très personnalisée. C'est-à-dire qu'il faut quand même voir que le gars a failli y passer, c'est pas seulement le régime. Donc il va vouloir se venger. Le président de la République, Tayyip Erdogan, oui. Apparemment, les putschistes l'ont raté dans sa résidence de vacances de pas très très longtemps. C'est-à-dire qu'il avait quitté la maison de vacances 20 minutes avant de se faire prendre. Donc évidemment, il échappe à ça. Il va vouloir se venger de manière terrible. Là, vous avez cité des chiffres qui sont absolument énormes. On a environ 20 000 personnes qui sont concernées par les sanctions jusqu'à présent. Absolument. Et ce sont tous les organes de l'État majeurs qui sont touchés. C'est-à-dire qu'effectivement, on a d'abord eu des arrestations de juges massives et puis de limogeage dans la police, des arrestations de militaires, mise à pied des juges, arrestations de militaires et limogeage. Donc ça veut dire que les institutions de l'État turc, aujourd'hui, elles sont touchées de près. On peut se demander si le pays va pouvoir fonctionner encore vraiment normalement. Est-ce que vous avez des informations qui vous parviennent d'Ankara, d'Istanbul? Est-ce qu'il y a finalement ce qu'on veut bien nous montrer à la télévision, ce que les caméras turques acceptent de filmer, et puis l'autre réalité, celle qu'on ne voit pas? Alors la réalité qu'on ne voit pas, c'est qu'évidemment, il y a des gens qui ne sortent pas de chez eux en Turquie. Donc ce que nous montrent les médias officiels turcs, ce sont les supporters de Tayyip Erdogan qui sont descendus dans la rue pour défendre le régime. Donc le récit officiel turc aujourd'hui, c'est que la démocratie a vaincu le coup d'État militaire parce que les citoyens sont sortis pour descendre le président de la République. C'est vrai, un coup d'État militaire, c'est quelque chose de parfaitement antidémocratique. Et on a des partisans de Tayyip Erdogan qui l'ont défendu. Mais la Turquie, elle est extrêmement partagée. On peut considérer qu'on est dans un pays où on a pratiquement un tiers. C'est-à-dire qu'on a un tiers de gens qui adulent Erdogan absolument, qui sont prêts à donner leur vie pour lui, puisque la majorité des victimes, c'est des civils. C'est des gens qui sont descendus pour affronter les soldats, la police. Et les soldats se sont battus. Et on a une extrême confusion pendant ce coup d'État. Et on a aussi un tiers des gens qui détestent Erdogan. Et au milieu, on a ceux qui sont pratiquement pris en otage entre cette perspective de dictature et un coup d'État raté. On entend dire Erdogan a gagné, en tout cas, la bataille de la communication. Malgré tout, vous le disiez, le pays est coupé non pas en deux, mais en trois. Avec en prime d'autres risques. Le risque des rebelles du PKK, qui est toujours là, le risque islamiste aussi, avec la frontière syrienne juste à côté. Comment on va faire, nous, Européens, nous qui avions discuté, l'Allemagne notamment, sur la question des réfugiés syriens avec Erdogan? Est-ce qu'on peut continuer à tenir le même discours ? Il y a beaucoup d'enjeux dans la relation entre les Occidentaux, que ce soit l'Union européenne ou l'OTAN, très important, l'alliance militaire stratégique. La Turquie est membre de l'OTAN. Il y a des bases, il y a des bases absolument, là-bas. Il y a une base de l'OTAN qui est la base d'où partent les opérations, les frappes contre Daesh en Syrie et en Irak. Donc c'est très important pour nous, du point de vue stratégique, militaire. Et puis on a évidemment la question des réfugiés que vous avez évoquée. La plupart des observateurs considèrent que l'accord sur les réfugiés, il avait fonctionné à peu près, c'est-à-dire qu'il avait tari le flot des réfugiés qui partaient en Europe. Après un coup d'État raté, on peut penser que cet accord va être caduc. On entend aussi parler, et ça c'est l'ONU qui en parle, de respect des droits fondamentaux, de la liberté d'expression. Pardon, est-ce que les droits fondamentaux étaient déjà respectés en Turquie ? On avait effectivement un problème de respect des libertés fondamentales, on va dire depuis au moins 2013, depuis les grands soulèvements du parc de Gezi dont on se souvient peut-être. On avait eu une répression assez forte. Et puis là, depuis l'année dernière, depuis 2015, depuis que la guerre a repris contre le PKK, donc contre cette insurrection kurde,
le pays est dans un tel état de tension que les lois antiterroristes sont appliquées de façon très très large en Turquie. Donc ça veut dire que tous les opposants peuvent être surveillés. Ça veut dire que les médias étaient déjà aux ordres. Et aujourd'hui, ça risque évidemment d'empirer très très rapidement.